En avril, j'ai lu 5 romans papier et un livre audio. Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le point lecture d'avril. Alors j'ai commencé le mois d'avril avec un livre que j'ai pas en ma possession, qui était juste un prêt de la part de ma mère, et il s'agit de Une belle vie de Virginie Grimaldi. Alors dans ce bouquin, on va suivre Agathe et Emma Delorme, qui sont sœurs, mais qui se sont pas vues depuis 5 ans si je me souviens bien. Et elles se retrouvent dans la maison de leur grand-mère qui est décédée il y a quelque temps, et qui est vendue. Donc juste avant que les nouveaux propriétaires en fassent acquisition, les deux sœurs se retrouvent pour quelques temps de vacances. C'est d'ailleurs Emma qui invite Agathe. Emma, c'est la plus âgée, Agathe la plus jeune, et tous deux ont vécu une enfance très difficile. C'est justement à cause de cette enfance difficile qu'elles ont fini par un petit peu s'éloigner l'une de l'autre et à ne plus se parler pendant 5 ans. Elles vont du coup profiter de cette semaine entre elles pour essayer de renouer les liens et surtout de régler tous les non-dits, toutes les blessures qu'elles ont eues. Alors pour le coup, moi j'ai quand même beaucoup aimé ce bouquin. Il y a juste un petit défaut surtout qui m'a peut-être un petit peu plus empêchée dans la lecture, c'est que Virginie Grimaldi écrit l'histoire en 2 temps. On a le présent, raconté soit par Agathe, soit par Emma, puis on a le passé qui, pareil, est raconté soit par Agathe, soit par Emma. Sauf que je trouve que on finit par avoir vraiment un chapitre présent, un chapitre passé. Ça, je trouve que ça nous permet pas de vraiment respirer, ça rend un peu le rythme très saccadé. Voilà, j'aurais pensé plutôt faire un peu plus long le présent, un peu plus court le passé, je pense, quelque chose comme ça, pour qu'on soit beaucoup plus ancré dans le présent que dans le passé, même si en même temps leur passé est vraiment très important et il influence énormément tout ce qu'elles vivent et surtout leurs relations en fait. Et sinon, j'aurais bien aimé quand même que ce soit précisé au début, et c'est pour ça que je vous le dis, qu'il y a mention, mais vraiment, voilà, grosse mention, voire démonstration de violence intrafamiliale. Du coup, Une belle vie de Virginie Grimaldi, c'est censé rester à la base dans le feel good, voilà, c'est un peu ce qu'elle écrit de base. Virginie Grimaldi, elle est très bonne à ça, même si elle montre des sujets qui sont importants et qui peuvent être difficiles, on est quand même beaucoup plus sur du feel good. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé que le passé était tellement présent, et du coup, les violences tellement présentes, que c'était assez perturbant à lire, dans le sens où j'étais partie sur cette lecture en me disant ça sera une lecture qui sera rapide, qui sera légère, qui sera agréable, qui va quand même parler de relations humaines et tout ça. Et au final, je me retrouve quand même à lire un livre qui est très pesant. Mais au moins, c'est très bien montré malgré tout. On voit toute la complexité du coup des relations que ça a créé entre les deux sœurs. Parce que des enfants qui vivent des violences vont aussi avoir une dynamique qui va changer, qui va être influencée par ces violences entre eux. Même si aucune des violences ne vient des deux sœurs. C'est justement parce que le livre est très juste psychologiquement parlant que ce livre reste vraiment super à lire si c'est pas un sujet qui vous bloque trop et risque trop de vous mettre à mal. On y parle aussi santé mentale, et ça j'ai trouvé que c'était très bien amené, très bien montré, et surtout à la fois le personnage qui est atteint d'un trouble psychologique n'excuse pas tous ses comportements grâce à ce trouble, mais en même temps, on voit à quel point c'est elle, en fait, qui subit le plus les conséquences de sa maladie. Du coup, mon mois d'avril, il s'est quand même débuté avec un très bon roman qui, malgré qu'il soit très pesant, reste une lecture que je conseillerais pour toutes les personnes qui sont à l'aise avec ces sujets. Juste, pour moi, il aurait fallu que ce soit un minimum précisé au début, histoire qu'on sache dans quoi on s'embarque. C'est un peu comme si vous aviez lu Nos étoiles contraires de John Green sans savoir que ça parlait de cancer et du coup de personnes en fin de vie, des personnes qui sont mourantes. Là, c'est vraiment tellement présent les violences que on a vraiment tout le bouquin qui est très axé là-dessus, et du coup je trouve ça dommage que ce soit pas précisé. C'est pas précisé justement dans le résumé, c'est pas précisé au début du roman, histoire qu'on ait tout de suite la notion de la chose. Et du coup ça, je trouve ça assez violent. Je sais que psychologiquement beaucoup de psy disent qu'il faut d'éviter tous les sujets qui peuvent nous trigger, mais en même temps faut le faire de manière encadrée. Le fait justement de savoir que c'est le thème principal du bouquin et non
non pas juste un passage, où au moins on aurait eu voilà, tout le reste du livre pour se dire voilà, ça va, on n'est pas bloqué dans ce thème. Là, pour le coup, on est vraiment bloqué dans le thème des violences intrafamiliales. C'est vraiment extrêmement présent. Donc c'est très bien traité, mais je pense qu'il aurait fallu quand même un minimum, au moins le sous-entendre dans le résumé, au moins de façon à ce qu'on puisse savoir à l'avance. Du coup, suite à ça, je me suis dit que j'allais lire quelque chose qui est pour le coup vraiment ancré dans un risque de sujet un petit peu violent et de violence démontrée. Et du coup, j'ai lu ce livre que j'ai récemment acheté dans une bouquinerie près de chez moi qui s'appelle La forêt qui dévore de Florence Hinkel. Et pour le coup, je connaissais pas du tout l'autrice, c'est vraiment du pur hasard, mais c'est un très bon hasard. Et ici, on est vraiment dans un thriller fantastique. Alors, je précise, thriller fantastique plutôt jeunesse. Parce que du coup, dans ce livre, on est dans un monde où l'humain a muté au temps de la royauté et s'est transformé en lycanthrope. En tout cas, c'est une partie de la population qui se transforme en lycanthrope. Et ces lycanthropes sont vraiment à la tête de tout. Ce sont eux qui sont les gérants d'entreprise, ce sont eux qui sont au gouvernement, c'est eux en fait qui ont tous les postes et toutes les fonctions de pouvoir. Ils ont aussi de grandes capacités à la fois physiques et mentales. Du coup, ça fait que la société humaine, elle est divisée en deux. Les lycanthropes qui sont privilégiés et les humains qui sont jugés inférieurs. Mais en même temps, pour éviter non plus que les humains se soulèvent, les lycanthropes ne peuvent pas ouvertement montrer qu'ils sont supérieurs, même si beaucoup sont très hautains. Ils sont du coup obligés de jouer la carte du hasard, de pourquoi ces lycanthropes-là sont ceux qui ont atteint un petit peu les sommets. C'est à la fois le hasard et le travail, tout simplement. Et il y a une autre particularité à cette civilisation, c'est qu'il y a, dans la ville en tout cas qu'on suit, une forêt qui apparemment dévorerait quiconque ose la pénétrer. Et c'est le cas, il y a justement, on va dire régulièrement, mais en tout cas il y a des cas de disparition, principalement d'humains malgré tout, qui disparaissent parce qu'ils sont rentrés sous l'orée des bois. Jusqu'au jour où Charline est secourue dans la forêt. Elle n'est pas morte, par contre, elle a sombré dans le coma. Mais du coup, Charline, si elle se réveille, peut expliquer ce qu'il se passe quand la forêt vous attaque. Sauf que c'est la première, depuis toujours, à vraiment en sortir en vie. Bien qu'elle soit dans le coma, elle reste vivante. On va du coup suivre 3 adolescents, dont une lycanthrope, qui vont enquêter pour comprendre comment ça se fait que Charline ait pu s'en sortir. Florence Hinkel, dans ce livre, elle parle complètement des luttes de classe. Elle débat justement sur ce côté des privilégiés qui écrasent à tout prix les autres, qui se sentent supérieurs justement, et qui ont accès à beaucoup de choses malgré que certains humains puissent être potentiellement meilleurs, voire leur égal, mais qui pour autant ne pourront jamais atteindre les mêmes postes, les mêmes sommets en fait qu'eux. Il y a aussi cette pression familiale qui est montrée dans les familles un petit peu de lycanthropes, ou en tout cas s'il y a quelqu'un qui est lycanthrope dans la famille ou quelqu'un qui espérait le devenir, il va y avoir une grosse pression justement sur les enfants pour qu'ils le deviennent. Parce que oui, on ne naît pas lycanthrope, on est humain, et il y a une mutation du gène qui se fait à un moment donné, potentiellement en tout cas, parce que certaines personnes ne deviennent jamais lycanthropes, et du coup vous vous transformez en loup-garou. Mais forcément, dans une famille de lycanthropes, on s'attend à ce que tous les enfants le deviennent. On a aussi la démonstration d'un père qui est complètement humain, mais qui aimerait que ses enfants deviennent lycanthropes pour avoir accès au plus haut métier et justement avoir une meilleure vie que lui. Du coup, en plus des luttes de classe et et de la démonstration des privilèges qu'il peut y avoir quand d'autres sont laissés dans la misère. Florence Hinkel, elle parle aussi beaucoup des attentes suivant d'où vous venez. Justement, par exemple, Charline vient d'un bas quartier, elle vient d'un quartier pauvre, d'un quartier qui est très méjugé, dans lequel il est dit qu'il y a de la violence, et du coup, puisqu'on suit aussi son point de vue quand elle est dans le coma, elle pense que justement personne de toute manière ne va s'intéresser à elle étant donné qu'elle est considérée comme n'étant personne. Contrairement à la lycanthrope qu'on suit aussi qui, elle, pour le coup, est carrément la fille du Premier ministre et qui, elle, par contre, est tout de suite très appréciée. Elle a accès à beaucoup d'activités, ses parents ont de l'argent, voilà, elle est tout de suite beaucoup mieux considérée. Simplement,
parce qu'elle est bien née et qu'en plus elle est devenue lycanthrope très jeune. Et encore, Florence Hinkel, elle reste très juste parce qu'elle montre que même dans ces familles de riches, les enfants peuvent subir une pression monstrueuse. Par exemple, justement, cette famille de lycanthropes, puisqu'ils ont de l'argent et puisque le père fait partie du gouvernement, ils ont une ligne de conduite à avoir et ils ont un certain taux d'activité à faire. Pour autant, Florence Hinkel, elle reste quand même dans l'idée de favoriser un monde qui est équitable, qui est égalitaire envers absolument tout le monde. Et que justement, ce qui prime, ce n'est pas le statut, mais bien qui on est au plus profond de nous-mêmes. Et c'est pour ça que vraiment ce bouquin, ça a été une belle découverte. C'est très bien travaillé, il y a des moments ragoûtants, des moments un petit peu horrifiques. Ça reste léger parce que ça reste de la jeunesse, mais du coup ça rend le tout vraiment très agréable. Tout est très imagé et vraiment pour une autrice que je connaissais pas, parce que des fois c'est un peu le risque quand c'est des auteurs ou des autrices qui sont pas hyper connus, on peut se retrouver avec des maisons d'édition qui vont moins travailler leurs livres, ou même eux, peut-être on peut les découvrir avec un roman pour lequel ils ont eu très peu d'expérience avant. Et du coup, forcément, plus on a de l'expérience pour le coup, plus on a l'habitude d'écrire, plus on a l'habitude de retravailler le roman au moment de l'édition, que ce soit en auto-édition ou en maison d'édition, forcément qu'on s'améliore. Et du coup, c'est toujours un peu le risque quand on découvre quelqu'un qui n'est pas extrêmement connu. Et pour le coup, elle, son bouquin, il est vraiment très travaillé et vraiment très bien construit. Du coup, si c'est un peu votre genre et que vous avez envie de découvrir quelqu'un que vous connaissez beaucoup moins que par exemple Virginie Grimaldi, je vous le conseille. Ensuite, pour complètement changer de genre, je suis allée sur Instructions for Dancing de Nicolas Yoon. À savoir que Nicolas Yoon, c'est pas son premier que je lis. J'avais lu Everything Everything, qui avait été adapté au cinéma, et j'ai lu un autre. Voilà, j'ai lu The Sun is also a Star. Et j'avais beaucoup aimé justement ces deux livres de Nicolas Yoon, déjà pour une chose principale qui change beaucoup, c'est qu'elle met en scène principalement des personnes racisées. Elle-même est d'origine jamaïcaine. Du coup, déjà pour l'instant sur ces trois romans, on a tout le temps l'héroïne qui est une personne noire. Et pour le coup, vu que c'est pas ce qui est le plus mis en avant dans le monde de l'édition, ça fait du bien de changer un petit peu et de voir aussi un petit peu la vie sous le point de vue de quelqu'un d'autre. Du coup, ici, on suit Evie. Evie qui est une jeune adolescente qui finit, il me semble, juste le lycée, qui est en train de finir en fait le lycée, qui arrive sur ses 18 ans, qui est très en colère. En fait, ses parents ont divorcé et le divorce a été acté parce que le père a trompé la mère. Sauf qu'Evie est la seule des enfants, donc il y a elle et sa sœur, qui est au courant de ce qui s'est passé. Parce qu'elle a surpris justement son père avec sa maîtresse. En fait, justement, Evie, elle l'a découvert parce que elle voulait se précipiter vers son père pour arranger les choses, et quand elle l'a déboulé à son bureau, elle l'a découvert en train d'embrasser une autre femme que sa mère. Du coup, Evie, qui pourtant est fan de romans d'amour, elle est très en colère sur les relations amoureuses. Elle pense que l'amour ne sert à rien puisque ça se termine mal, que les gens souffrent, et puis voilà. Du coup, elle ne veut plus parler à son père, elle est un petit peu en distance avec sa sœur parce que sa sœur n'est pas au courant de ce qui s'est passé. La mère ne veut pas que son autre fille soit au courant, et du coup, Evie est quand même pas mal isolée, sachant qu'elle ne comprend pas pourquoi sa mère ne semble pas tant que ça en colère contre son père. Et du coup, dans ce méli-mélo d'émotions, elle décide de se débarrasser de tous ses romans d'amour. Pour ce faire, elle se rend à une sorte de boîte à livres gigantesque, un petit peu, je crois qu'il parle d'une sorte de bibliothèque de livres d'occasion, mais c'est le même principe qu'une boîte à livres, c'est juste que c'est aux États-Unis, donc c'est pour ça que je pense qu'ils appellent pas ça exactement comme nous, et du coup son but c'est simplement de les déposer pour s'en débarrasser. Là-bas, elle croise une femme qui lui paraît un peu bizarre. Elle discute un peu avec elle, et la femme insiste pour qu'elle récupère un bouquin qui était là avant son arrivée, histoire voilà que ça fasse cet effet échange. Et du coup Evie, elle s'empare simplement d'un livre qui explique pas à pas les danses de salon. Et suite à cette rencontre un petit peu étrange, elle se met à avoir des visions chaque fois qu'elle voit un couple s'embrasser. Donc elle va avoir une vision du couple, de comment ils se sont rencontrés, de comment a été la relation et de comment elle va se terminer. Du coup, Evie, elle perd encore plus espoir en l'amour et surtout, elle se demande comment elle peut arrêter ses visions. Sous les conseils d'un ami, elle va se rendre à un studio de danse dont l'adresse était notée dans le bouquin qu'elle avait récupéré. Avec sa quête pour comprendre ses visions et comment les arrêter, elle va se retrouver embarquée à participer à un cours de danse amateur avec X, le petit-fils des gérants du studio. Et forcément, ce jeune homme est très charmant et bien entendu Kevin
tombe sous son charme. Alors j'ai quand même apprécié ma lecture, même si c'est pas du tout mon préféré de Nicolas Yoon. Je trouve que ses autres livres avaient été bien plus travaillés. Celui-ci, il est vraiment très rapide. C'est-à-dire qu'il y a une ligne directrice, elle la suit parfaitement, mais du coup il n'y a pas de surprise et surtout tout est beaucoup trop fluide. Au point où même l'héroïne n'a pas de réel obstacle. En tout cas, on le ressent pas comme ça. Ce que je veux dire, c'est que on part quand même d'une ado qui ne croit plus du tout à l'amour, qui est quand même complètement désœuvrée à ce sujet, et il suffit de peu de temps à X pour qu'elle accepte de l'embrasser, pour qu'elle accepte de sortir avec lui. La seule chose, en fait, dans leur relation qui montre encore qu'elle a toutes ces difficultés et tous ces questionnements dans sa tête, c'est qu'à un moment donné, elle lui demande d'aller doucement, c'est tout. Et il y a juste un moment, pour le coup, je sais pas, ce serait un gros spoil de vous le dire, mais à un moment donné, oui, elle va beaucoup se braquer. Mais c'est un braquage qui, même sans ses premières pensées au début du bouquin, je pense qu'on l'aurait tous eu, vraiment. Du coup, on passe vraiment trop facilement d'un personnage qui ne croit plus en l'amour à un personnage qui ne peut pas se retenir de laisser sa chance à ce jeune homme. Du coup, je trouve que c'est plus très crédible en fait. J'aurais, je pense, préféré le bouquin si justement on était beaucoup plus confronté à un peu à la torture mentale d'Evie, de ses questionnements et tout. En fait, je trouve que tout est trop simple. Même sa relation avec son père, elle évolue facilement. Et c'est un petit peu le souci de ce bouquin, c'est que tout me paraît trop simple. Tout me paraît trop facile. Et en plus de ça, au final, on n'a pas tant de passages sur la danse. On en a au début, justement, où ça remplit des chapitres entiers. Alors, les chapitres sont courts, mais quand même, on va dire qu'il y a, par exemple, 3 chapitres d'affilée, ou même peut-être plus, où c'est vraiment axé que sur les leçons de danse. Et puis après, plus rien. Et puis d'un seul coup, ça revient un peu parce que y a quand même la compétition, quoi. Du coup, j'ai trouvé qu'il était pas assez bien structuré, et surtout qu'il était pas assez, on va pas forcément dire compliqué, mais pas assez réaliste. Tout est beaucoup trop simple. Evie abandonne un petit peu ses réflexions très vite, je trouve. On passe quand même d'une jeune fille qui est en colère contre son père, qui ne croit plus en l'amour, au point où elle s'est débarrassée de tous ses romans d'amour préférés. Vraiment, elle n'en a plus aucun. Alors que même, il y en a qu'elle avait l'habitude de relire. À, justement, une jeune qui va accepter assez vite, au final, de sortir avec un jeune homme. Pour quelqu'un qui croit plus en l'amour, je trouve ça un peu trop facile. Mais après, pour le reste, Nicolas Yoon reste une très bonne autrice, sa plume reste fluide, et peut-être que vous aimeriez beaucoup plus que moi j'ai pu l'apprécier. Ça reste un bon livre. Ensuite, j'ai mixé un petit peu les moods du mois. J'ai pris le Murder Club du jeudi de Richard Osman, qui est un cozy mystery. Alors oui, à la base, j'avais dit que je ne commençais pas de nouvelles sagas tant que j'avais pas fini celle déjà en cours. Mais pour le coup, je n'étais pas sûre que ce soit une saga. Et pour le coup, j'ai pas de toute façon la suite. Et les cozy mystery peuvent se lire quand même de manière assez soit à distance les uns des autres, soit des fois un petit peu dans le désordre. Mais surtout, j'avais envie de lire ce livre parce que j'avais vu l'adaptation sur Netflix et que l'adaptation m'avait plu. Donc ici, on va suivre 4 retraités. Elisabeth, Joyce, Ibrahim et Ron. Tous les 4 font partie d'une sorte d'immense rassemblement d'appartements pour retraités. Forcément, c'est très luxueux. Et surtout, Elisabeth, Ibrahim et Ron faisaient déjà de base partie de ce qu'ils appellent le Murder Club du jeudi. Donc c'est-à-dire qu'ils se rassemblaient pour résoudre des cold cases, sans forcément pouvoir du coup prévenir la police, mais au moins, voilà, ils étaient passionnés de ça. Et Joyce est arrivée, et Joyce étant une ancienne infirmière, ils ont décidé de lui proposer de venir avec. Donc à la base, leur club, c'est gentillesse, c'est juste résoudre des cold cases, puisque en plus, les 3 premiers étaient amis avec une autre retraitée qui, suite à des problèmes de santé, est tombée dans un coma très profond, et cette femme était une ancienne policière. C'est elle qui leur permettait d'avoir accès à des dossiers complets de cold case. Sauf que un jour, ils ont en fait des tensions dans leur ensemble d'appartements luxueux parce que l'un des gérants souhaite déplacer le cimetière pour reconstruire de nouveaux appartements à la place et du coup en fait agrandir clairement son business. Sauf que le second associé se retrouve assassiné chez lui. Du coup forcément nos 5 retraités passionnés de résolution de crimes
vont décider d'enquêter. Et pour ça, ils vont aussi s'acoquiner un petit peu avec une jeune agente et le policier en chef de l'enquête. Pour le coup, j'ai plutôt apprécié, mais j'ai une légère préférence quand même pour l'adaptation cinématographique. Dans le sens où je trouve que Richard Osman a un bon humour, mais qu'il est très visuel. Donc dans le film, c'est hyper agréable, sachant que c'est de très bons acteurs qui sont présents. Mais dans le livre, du coup, on dirait que ça manque un peu de quelque chose, ça manque un peu de peps. Je sais pas, il y a quelque chose qui bloque. J'ai trouvé qu'il y avait des passages qui étaient juste long pour pas grand chose. Par exemple, on a des chapitres qui sont complètement du point de vue de Joyce. C'est comme si elle écrivait un journal. Le problème, c'est que pour, je pense, un petit peu de ressort comique, Richard Osman les a écrits sous le couvert d'une retraitée, d'une femme qui, de base en plus, n'a pas développé de hobby ou quoi que ce soit. C'est beaucoup concentré en gros sur sa carrière et sa fille, mais maintenant elle n'a plus de carrière. Et du coup, on voit beaucoup ce côté un peu mignon de Joyce, puis qui divague un petit peu, qui part un peu dans des informations où on se dit on s'en fiche un petit peu, mémé, tu es bien gentil, mais on n'est pas là pour ça. Mais qu'on apprécierait beaucoup ces dires si c'était notre grand-mère à nous. Surtout que Joyce est très gentille. Mais pour le coup, dans un bouquin, étant donné que le reste des chapitres qui ne sont pas sous le point de vue de Joyce manquent de cet humour vraiment adapté au livre, et ben ça tombe légèrement à plat. Honnêtement, je pense que je lirai la suite un jour, mais forcément, en fait, là, j'ai pas envie de me jeter dessus. Sinon, l'enquête est très intéressante. Il y a le côté quand même qui est très pointé du doigt, un peu du côté boomer de ces retraités, parce que voilà, il y a des choses qui, à leur époque, se disaient, qui n'auraient jamais dû se dire, et des choses comme ça. Mais l'enquête reste quand même passionnante, même quand on connaît la fin, sachant que alors Richard Osman a très bien réussi son truc, surtout parce qu'il y a plusieurs choses qui s'additionnent les unes aux autres, qui se superposent. On a des retours d'enquête cold case et tout ça. En fait, c'est vraiment un gros mix. En fait, on va dire que c'est une grosse enquête. On n'est pas sur la petite enquête toute simple où on a un corps, un meurtrier, faut le trouver le meurtrier. Il y a beaucoup de connexions entre les personnages qui se découvrent petit à petit, qui sont pas toutes très légales, et du coup ça rend vraiment l'enquête longue, mais du coup intéressante. Du coup après, si vous aimez bien la Cozy Mystery, je trouve que ça reste quand même, puisque en plus on voit qu'il a été numéro 1 des ventes en Angleterre, ça reste quand même un livre à lire juste pour se dire au pire, je l'ai lu. Et en soi, il est pas mauvais du tout. Je trouve juste que Netflix a très bien fait son travail en le mettant à l'écran. Et pour terminer, j'ai lu, et surtout je vous ai lu, Derrière le masque de Louisa May Alcott. Pour le coup, Louisa May Alcott, c'est quand même une de mes autrices préférées pour ce qu'elle représentait justement de son époque. C'est une femme battante, c'est une femme qui ne s'est jamais mariée, c'est une femme qui n'a jamais eu d'enfant, c'est une femme qui voulait à tout prix vivre de son écriture, et puis point. C'est une femme aussi qui défendait quand même beaucoup les femmes. Et du coup, justement, dans ce livre, on va suivre une femme, Jean Muir, qui semble vouloir se venger de l'aristocratie et qui, pour ce faire, va s'infiltrer un peu dans une famille très aristocrate et un petit peu leur mettre à l'envers. C'est son. Je peux pas vous faire un très gros résumé, le livre est très petit, voilà. Donc on va rester un petit peu là-dessus. Mais il s'agit d'un thriller psychologique. Et pour le coup, je l'ai quand même sacrément bien aimé. Faut savoir que Louisa May Alcott, c'est pas son premier livre que je lis. J'ai lu Les 4 filles du Docteur March, que je préfère appeler Little Women. Je le dis constamment, mais c'est vrai que tout le monde connaît pas le terme, enfin le titre anglais, parce que le Docteur March, on s'en fiche complètement dans l'histoire. C'est l'éditeur de l'époque qui a exigé de mettre ce titre. En anglais, il y a 2 titres, Little Woman, ou alors c'est Meg, Jo, Beth and Amy. C'est tout. Parce que vraiment, c'est centré sur les femmes. C'est pas centré sur le père dont on se fiche royalement. À savoir que Little Woman, c'est une autofiction de Louisa May Alcott. Louisa May Alcott en a réellement voulu à son père, justement, en plus, de, bien que c'était pour aider les pauvres, de les avoir plongés dans la pauvreté. Voilà. Sachant qu'il avait des filles et que la famille était plus grande hein, en plus, et que certains enfants sont morts de maladie au passage. Par exemple, Amy est inspirée d'une de ses sœurs qui est décédée quand même très jeune. Et justement, bah du coup, mettre le nom du père dans le titre alors que littéralement on s'en fiche et qu'il y a des reproches qui lui sont faits, je trouve ça quand même très abusé. Mais du coup, j'ai lu Little Woman et j'ai lu 2 de ses suites et je suis en train de lire
le dernier. Je suis en train de lire La Grande Famille de Jo March. Et pour le coup, on reste quand même sur une autrice du 19e siècle. Donc forcément qu'il y a des valeurs pour lesquelles je suis pas du tout en accord avec elle. Dans l'un de ses bouquins, du coup sur Jo March, elle décrit quand même que pour en gros faire comprendre à un enfant qu'il ne doit pas fuguer parce qu'il se met en danger, on va le ligoter au lit. Voilà, parce que le priver de tout mouvement lui ferait comprendre qu'il doit s'accorder à une liberté qui reste quand même structurée. Alors je suis d'accord qu'il faut faire comprendre à des enfants que fuguer ça peut être dangereux pour eux, mais pas de cette manière. Voilà, donc au moins on est clair, c'est un exemple parmi tant d'autres, il y a pas mal de choses. Là dans le livre que je lis, La manière de parler des Premières Nations, bon bah c'est des termes qui viennent des colons, c'est des termes qui viennent des colons. On peut avoir la mauvaise habitude de les utiliser, pour le coup je vais pas la blâmer non plus à 100% parce que ça reste l'époque, ils ne remettaient pas ça en question, et surtout qu'elle reste quand même très empathique justement à leur situation, c'est justement décrit, mais voilà. Mais pour autant, j'aime lire ses livres, j'aime découvrir ses livres, et surtout, il faut savoir que Louisa May Alcott, elle n'a jamais été friande d'écrire des livres légers, des livres un peu feel-good, des livres un petit peu juste sur la vie familiale, comme c'est le cas pour Little Women. Elle préfère justement des livres plus sanglants, des livres plus sombres en fait, beaucoup plus dans la psychologie. Et du coup, j'avais déjà lu l'un de ses autres romans, nouvelle plutôt on va dire vu la taille, parce que pareil c'est très court, que j'avais trouvé qu'on ressentait quand même le manque de travail qu'il y avait, je pense, des éditeurs de l'époque. Parce que forcément les éditeurs d'aujourd'hui ils peuvent retravailler la traduction, mais ils vont pas forcément pouvoir retravailler toute l'œuvre. Donc son autre bouquin, je l'avais trouvé agréable, mais je crois qu'il manquait un truc. Celui-ci, pas du tout. Celui-ci, il est très bien travaillé de bout en bout. Vraiment, je l'ai beaucoup apprécié. Tout ce qui est remis en question dedans, c'est très agréable. Là pour le coup, on parle clairement un petit peu de lutte de classe. Jean Muir, elle en veut pas à l'aristocratie pour rien. Louisa May Alcott, elle pointe les changements de comportement que des aristocrates vont avoir face à une femme qu'ils vont trouver belle, incroyable, mais qui sera de leur rang, et exactement la même femme, mais qui ne sera pas de leur rang. Il y a vraiment un gros changement de comportement. Du coup, on voit que Louisa May Alcott, elle pointe du doigt que chez les aristocrates et chez les riches de son époque, le statut compte plus que la personne. On va valoriser un statut, même si la personne a un mauvais comportement par exemple, et on va un peu dévaloriser une personne par rapport à son statut alors qu'elle a un comportement super. Et du coup c'est vraiment ce que j'aime dans les romans de l'époque. C'est comme Jane Austen qui se moque de la petite bourgeoisie dont pourtant elle faisait partie. C'est pour ça en fait que j'aime lire des romans classiques principalement d'autrices et non pas d'auteurs. Voilà, je crois que dans tous les livres que j'ai des hommes, mais parce que c'est des livres un petit peu typiques à lire, parce que j'ai quand même fait un bac L, comme par exemple Le Rouge et le Noir de Stendhal. Je l'ai jamais étudié, à force d'en entendre parler qu'apparemment il est superbe, voilà, je l'ai pris. Forcément j'ai Dracula parce que le classique ultime pour tout ce qui est fantastique, horreur, vampire, voilà. Sinon j'ai quelques livres où par exemple je me dis allez faut tester quand même d'y lire au moins une fois, genre Proust, voilà. Mais sinon de ce que je vois de vraiment classique, du genre classique on va les lire à l'école. Sinon le seul homme que vraiment j'achète parce que j'aime son style d'écriture c'est Victor Hugo. Victor Hugo réputé quand même pour ses prises de position qui lui ont valu d'aller en prison. Du coup, si vous aimez lire un minimum les classiques ou si vous avez l'impression que juste, ne serait-ce que pour une question de culture générale, que vous avez envie de découvrir des classiques, je vous conseille quand même les bouquins méconnus de Louisa May Alcott, parce que déjà vous pouvez vous la péter et dire moi je sais qu'elle n'a pas écrit que Little Women, et surtout vous pourrez dire moi je connais ses autres œuvres qui n'ont pas eu de succès, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais bien parce que les éditeurs de l'époque étaient complètement misogynes. Voilà, faut pas oublier que par exemple, si dans Little Women, Louisa May Alcott a marié Jo March, ce n'est pas anodin. Elle-même ne s'est jamais mariée. C'est pour ça que j'adore la mise au cinéma faite par Greta Gerwig du roman, parce que Greta Gerwig, c'est une féministe qui a complètement conscience de ce qui se
passait à l'époque. C'est un vrai fait que les éditeurs n'éditaient pas de romans qui mettaient en scène une héroïne si elle ne mourait pas ou qu'elle ne se mariait pas à la fin. C'était les deux seuls choix possibles, encore à l'époque de Louisa May Alcott. Et du coup, si vous avez envie de pouvoir dire, voilà, moi j'ai lu aussi des classiques, ou si vous avez du mal à lire les classiques, les petits romans de Louisa May Alcott peuvent être un bon entre-deux, parce que elle n'est pas aussi ancienne que Jane Austen, par exemple, qui bien sûr, vu qu'elle est du XVIIIe siècle, elle est morte en 1815, si je me trompe pas, à peu près 1815. Louisa May Alcott est née en 1832. Elle est née une quinzaine d'années plus tard. Et du coup, ça fait que son écriture, elle reste de l'époque, mais du coup, elle est beaucoup plus actuelle, on va dire, que celle de Jane Austen. Et surtout, Louisa May Alcott a beau avoir eu une éducation très pieuse et quand même très culturelle. Hein. Vraiment, ses parents n'étaient pas du tout des imbéciles, ils étaient dotés de culture. Faut savoir que son père, à Louisa May Alcott, c'est vraiment comme dans Les filles du Dr March, dans Little Women. Il vient d'une famille, il venait d'une famille riche. C'est juste qu'il a dilapidé les sous pour aider les pauvres, mais en mettant du coup sa famille et ses enfants dans la pauvreté. Ce qui est pas du tout le move le plus intelligent, honnêtement. Je comprends Louisa May Alcott. Et du coup, on est quand même moins dans un texte très bourgeois qu'on peut quand même avoir avec Jane Austen. Je sais que certaines personnes ne lisent pas Jane Austen parce qu'ils ont beaucoup de mal avec la manière de parler de l'époque. Mais c'est surtout que Jane Austen venait de la petite gentry. Elle restait quand même dans la bourgeoisie. Que Louisa May Alcott, elle a peut-être eu quand même une vie un peu plus libre et moins cadrée. Justement, en plus, c'est ce qu'elle préconise dans ses bouquins. Jo March, c'est le personnage qui la représente, et Jo March est une femme qui est du genre colérique, impétueuse, impulsive, elle est très passionnée, et justement c'est vraiment le défaut qu'elle a principalement justement de Jo March, c'est la difficulté à contenir sa colère. On n'est quand même pas sur la représentation de femmes très douces, très mignonnes, et c'est ça qui change aussi avec Louisa May Alcott. Malgré qu'elle soit dans une époque extrêmement misogyne, elle gardait quand même ce côté, je dis pas que tout est parfait, hein, mais elle gardait quand même ce côté de valorisation de la femme. Et sinon, grâce à mon abonnement Nextory, j'ai lu Le tourbillon des possibles de Clara Hérault. Alors pour le coup, je l'ai écouté parce que du coup, j'avais écouté, si vous vous souvenez, Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, et que j'avais beaucoup apprécié. Alors dans ce bouquin-là, on va suivre Léonie qui vient d'être diplômée d'un master de cinéma, mais qui retourne vivre chez sa mère à Ardelot, le temps de trouver un travail. Sauf qu'elle a passé son master à Paris. Du coup, ses amis sont à Paris et elle a de très mauvais souvenirs quand même à Ardelot suite à du harcèlement qu'elle avait subi pendant qu'elle était à l'école lycée. Si je me souviens bien, c'était le lycée. Du coup, en fait, elle, tout ce qu'elle espère, c'est trouver un travail dans le cinéma, dans une boîte de prod à Paris, parce que c'est là-bas qu'elle pense se sentir le mieux, et surtout, c'était son plan de base. Sachant que au cours de son master, elle a travaillé dans une boîte de prod, sauf que sa chargée de stage, je sais pas, sa supérieure en tout cas, est tombée enceinte et du coup est partie en congé mat juste un peu avant la fin du diplôme de Léonie, et du coup elle n'a pas pu lui offrir de travail directement à la sortie de l'école. Donc on est déjà sur une Léonie un petit peu dépitée, mais quand même dans l'idée de pas traîner très longtemps à Ardelot. Sauf qu'elle va recroiser Samuel. Elle a partagé en fait une histoire d'amour avec lui pendant l'été de leurs 18 ans, juste avant de partir à Paris. Et encore, honnêtement, c'est comme ça que c'est décrit justement dans le bouquin, c'est que c'était pas totalement une histoire d'amour. Ils étaient pas en couple. Par contre, ils passaient énormément de temps ensemble, de temps plus 18 aussi ensemble, et juste, Léonie ne voulait pas complètement se caser avec lui parce qu'elle savait qu'elle partait, de toute façon, à Paris. Du coup, c'est ce qu'elle se dit. Elle va refaire une relation très légère avec lui avant de repartir à Paris. Voilà, Ardelot ne sera qu'un court passage, et puis voilà. Sauf que justement, le souci, c'est que sa recherche de travail, elle dure, elle s'allonge et elle est difficile. Du coup, on se retrouve avec une Léonie qui est toute chamboulée, qui se retrouve en fait en panique totale, à se dire en fait, le plan que j'avais, il est en train de complètement s'effondrer. Et en parallèle, sa relation avec Samuel, elle a aussi des embûches. Pour le coup, j'ai quand même apprécié mon écoute, mais je trouve qu'il y a plus de défauts dans ce livre-là
que dans les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. En fait, dans les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, les deux sœurs, elles avaient leurs défauts, mais il y avait des choses qui nous déclenchaient beaucoup d'empathie pour elles, ce qui nous permettait de les apprécier malgré leurs défauts. Sachant que, si vous vous en souvenez, il y en avait l'une des deux qui avait ma préférence comparée à l'autre. Mais les sujets portés étaient tellement, je dirais, touchants, et surtout, la position des deux sœurs était tellement... Ouais, peut-être qu'elles avaient ce côté un petit peu autocentré, un petit peu égoïste, dû à leurs blessures, mais on voyait que c'était quelque chose qu'elles n'appréciaient même pas chez elle. Que là, on est face à une Léonie qui, dès le début, semble quand même très égoïste. Elle a quand même le culot de reprocher à sa mère de ne pas être là quand elle arrive à Ardelot. Sa mère, elle s'est justement recasée et justement, elle est partie en lune de miel avec son nouvel époux. Et c'est pour ça qu'elle est absente. Et Léonie, alors c'est dit quand même, à un moment donné, elle finit quand même par le dire qu'elle le sait, qu'elle est complètement égoïste là-dessus, mais même si je comprends que peut-être qu'elle est dans un moment où elle a besoin de sa mère, quand elle arrive à Ardelot, elle est dans l'idée que ça va pas durer longtemps, puis qu'après elle va partir à Paris, et puis point barre. Et pour autant, elle arrive à reprocher à sa mère d'être partie à sa lune de miel. Alors qu'elle-même n'est pas revenue dans l'idée de rester un moment avec sa mère. Voilà, et surtout que c'est pas forcément dit qu'elle venait régulièrement voir sa mère. Et en fait, c'est ça tout au début de l'audio. Donc au début, vraiment, elle me faisait souffler. Sa relation avec Samuel, elle est intéressante pour ce qu'elle décortique. Alors honnêtement, je vais vous dire les choses parce qu'en soi, ce n'est pas tant un spoil que ça, mais en gros, si leur relation a des embûches, c'est parce que Samuel est déjà en couple avec une ancienne camarade qu'ils avaient en maternelle primaire, je crois. Et cette jeune femme, elle est très éloignée de lui géographiquement parlant à cause de ses études. D'ailleurs, je me demande si c'est pas à Londres qu'elle est, si je me souviens bien. Et du coup, cette jeune femme avait demandé à Samuel de faire un couple libre. Sauf que Samuel, c'est pas ce qu'il aime. Lui, il aime le couple exclusif, mais il avait accepté parce qu'avec la distance géographique, il comprenait. Donc je disais, parce que la caméra a coupé, parce qu'elle est température trop élevée, je disais qu'il comprenait que sa copine avait peut-être besoin de présence plus proche, en tout cas de présence qui était géographiquement là, quoi. Pas seulement d'une présence mentale et par message et tout ça. Donc il a accepté. Mais en même temps, on sent que ça lui convient pas. Et du coup, ça met un petit peu aussi de fouillis dans la tête de Léonie, dans un sens. Sachant que le débat autour de leur relation, je le trouve quand même intéressant, mais en même temps complètement à côté de la plaque, quoi. En fait, Léonie, littéralement, faudrait que vous ayez lu le livre pour qu'on puisse débattre, mais en fait, je trouve que la raison de comment va leur relation à la fin de tout le débat qu'il y a autour des deux, en gros, je trouve qu'il est compréhensible de fou du point de vue de Samuel, hein. Voilà. Et elle, je comprends pas qu'elle ne capte pas, en fait. Je comprends pas, alors que c'est logique, en fait. C'est logique. Et en fait, je trouve que Léonie a tendance à justement beaucoup se victimiser, au final. Au pire, je vais vous dire la raison. Après, alors, si vous voulez pas être spoilé, oui, on zappe ce passage, mais en gros, ils finissent tous les deux de toute manière par ne plus fonctionner parce que y a trop cette peur de la part de Samuel. Il y a trop cette peur de la part de Samuel que Léonie reparte à Paris. Littéralement, le gars, ça faisait 3 ans qu'il était avec une meuf qui était géographiquement loin de lui. Il a accepté un couple non exclusif alors que c'est pas ce qu'il aimait. Alors c'est sa responsabilité, honnêtement, hein. Samuel, faut grandir, il faut aussi être là à savoir que si tu veux être dans une relation qui a tel fonctionnement, faut pas accepter un autre fonctionnement. Faut dire, écoute, c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble, alors je vais aller chercher quelqu'un qui a la même vision du couple que moi, tout simplement. C'est pas bien complexe, hein. Je dis pas que c'est facile à faire, je dis pas que c'est agréable surtout à faire, mais en soi, faut le faire. C'est ce qu'on appelle être responsable de soi-même. Et en fait, justement, Léonie choisit de rester potentiellement à Ardelot parce qu'elle a potentiellement un boulot qui est agréable là sur place. Mais du coup, Samuel a complètement conscience que son objectif à elle, au bout du compte, dans tous les cas, c'est de partir à Paris et que ça peut arriver un jour. Et en fait, il a le droit de pas avoir l'énergie mentale, physique, émotionnelle de rentrer dans ce genre de relation tout de suite après une relation de 3 ans où il y a eu de la distance géographique déjà. Et
où il a accepté un fonctionnement qui au final lui convenait pas. C'est très simple à comprendre. Je dis pas elle a toutes les raisons d'être blessée, hein, sauf comment ça se termine entre eux, parce qu'il y a d'autres détails et tout ça, mais pour autant, voilà, je dis pas Samuel aurait peut-être pu gérer les choses différemment, mais voilà. Et en fait, je trouve que du coup, de tout du long du livre, Léonie a quand même cette grosse part d'égoïsme et d'autocentré qui fait qu'elle est pas appréciable, en fait. Elle est juste pas appréciable. Et j'aime beaucoup ce débat sur, bah voilà, t'as un plan dans ta tête, mais peut-être qu'il se réalisera pas, et il faut aussi laisser une possibilité que la vie t'emmène ailleurs, et garder ça, pas déprimé au moindre truc qui ne fonctionne pas comme toi tu l'imaginais, quoi. Et il y a aussi beaucoup de débats, j'essaie de me dépêcher parce qu'elle arrête pas de s'éteindre ma GoPro. Il y a aussi beaucoup ce débat sur les possibilités qui te sont accordées si t'as de l'argent ou pas, si tu viens d'une famille, surtout qu'il y a de l'argent ou pas, parce que elle, par exemple, comparée à ses amis, elle a pas pu grossir son CV en faisant des stages, parce que les étés, elle avait besoin de travailler pour pouvoir payer son logement. Elles étaient en colocation les trois, mais il fallait bien qu'elle paye sa chambre, quoi. Et puis voilà. Et donc le livre a de très bons points, mais je trouve que le personnage principal est pas assez agréable, et surtout, il y a rien qui déclenche plus que ça, autant en tout cas que dans son premier roman que j'ai découvert, qui déclenche une empathie suffisante pour que ses défauts passent un petit peu à la trappe. Et d'ailleurs, la relation avec Samuel et entre Samuel et Léonie, chose que j'ai oublié de préciser, c'est que je trouve qu'elle est très portée sur le physique. Réellement, je trouve, il y a même un moment où ça m'a fait rire parce que j'avais un peu décroché et d'un seul coup, j'entends que ça parle de trucs plus 18. J'étais en mode, vraiment, genre, dans la discussion, dans l'endroit où on était, j'étais en mode, c'est pas nécessaire et c'est pas censé être le truc principal. Et pourtant, dans leur relation, j'ai eu l'impression que c'était ça le truc principal. Et pourtant, Léonie le voit pas. Léonie, elle est juste dans ses blessures et c'est tout. En fait, elle s'enferme là-dedans. Donc je trouve que, ok, elle évolue légèrement dans le bouquin sur ses possibilités de vie, mais qu'en fait, en tant que personne, en tant qu'individu simple, il n'y a pas vraiment d'évolution concrète. Il n'y a pas il n'y a pas assez, je trouve. Voilà, puis je suis désolée, mais c'est pas mon genre d'être là avec les copines, être ma vie, ma queen. C'est un truc que déjà je pratique pas. L'entendre à tout bout de champ dans la bouche de personnes qui sortent d'un master de cinéma. Donc qui dit master dit quand même qu'elles sont censées avoir à peu près mon âge, hein. Parce que moi j'ai 25 ans, je vais sur mes 26, donc oui. Le master c'est à peu près 5-6 ans potentiellement, ça dépend les études que tu fais normalement. Mais grosso merdo c'est 5 ans, normalement c'est 3 ans de licence, 2 ans de master. Oui, on est peut-être plus sur du 24. Mais c'est vrai que du coup, même constamment, tout le jeu de surnoms, je trouve que c'est exagéré. En fait, faut attendre un certain moment, je trouve, pour que, même entre copines, elles aient une vraie discussion d'adultes. Faut attendre un certain moment, en fait. Alors qu'à cet âge-là, je trouve que surtout dans la société actuelle, hein, parce que le livre est pas vieux, dans la société actuelle, bah, en fait, on n'a pas le temps. Surtout quand on n'a pas d'argent comme Léonie, on n'a pas le temps de rester dans ce comportement un petit peu enfantin, un petit peu adolescent. On n'a pas le temps, on n'a pas la possibilité, voilà. Donc ça me paraît très déconnecté. Après, je sais pas, je côtoie beaucoup plus de gens plus âgés que moi que des gens de mon âge. Ça peut peut-être me biaiser complètement parce que du coup, je traîne plus avec des gens qui ont à peu près 30 ans que des gens qui ont plutôt dans la vingtaine. Donc forcément que peut-être que la manière de parler est différente, mais dans la vraie vie, je croise très peu de gens qui ont ce genre de termes en fait, surtout à notre âge, parce qu'on est dans une société qui de toute façon nous pousse à être adulte le plus tôt possible, et surtout quand on n'a pas d'argent, on est obligé de vite faire des études, on est obligé de vite travailler, et du coup ce genre de manière de se parler, même entre copines, bah ça disparaît assez facilement, parce que on est très poussé soit à une grosse réflexion par les études, soit on est enfermé dans une vie remplie de gens en plus beaucoup plus vieux que nous des fois, grâce au travail. Je côtoie vraiment très peu, je vois très peu de gens, encore plus chez les femmes, je trouve, qui parlent comme des ados, en fait. Et ça, c'est un truc qui a tendance à m'exaspérer dans les bouquins. Si c'est pas des adolescents, faut pas qu'ils parlent comme des adolescents. Même dans le livre de Nicolas Youn, alors que littéralement, ce sont des adolescents qui sortent à peine du lycée, qui vont sortir en tout cas du lycée, ils parlent pas comme ça, quoi. Ils parlent de manière beaucoup plus basique, un petit peu plus, on va dire normal, mais c'est pas dans le sens normal, genre normalité, mais plutôt dans le sens où il n'y a pas ce genre de tic de langage.
langage. Il y a des tics de langage, ça fait partie des gens, mais on n'est pas sur ce tic de langage très adolescent. Et je sais pas lequel était sorti en premier des deux bouquins, je me demande justement si c'est pas Le Tourbillon des possibles. Je sais que j'avais regardé Jeannot ce livre qui en avait parlé dans une de ses vidéos, et il me semble que pareil, elle avait été dubitative quand même sur ce bouquin, qu'elle en attendait plus. Et après il reste agréable, mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins accroché que Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Voilà, du coup sur ce, je vous laisse pour ce point lecture d'avril. J'espère que c'était intéressant quand même. Il y a des bouquins où je suis allée plus vite parce que je voyais pas de choses impératives à dire, d'autres où j'ai été peut-être plus critique. C'est surtout un petit peu l'attente qu'on a qui fait que oui ou non, on va avoir beaucoup de choses à dire. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Honnêtement, là tout de suite maintenant, j'ai aucune idée de ce que ce sera. Sur ce, je vous dis à plus, et puis ce sera la surprise pour la prochaine vidéo.